Si nous sommes troisième du championnat français à l'heure actuelle, c'est pas par hasard. Donc si nous avons perdu des points, c'est que l'adversaire a été de qualité et ça fait partie, je crois, d'un ensemble. Le parcours des Bordelais jusqu'à la trêve se singularise surtout par sa régularité. En 23 matchs, Bordeaux n'a perdu que 3 fois, exactement comme Nantes et Saint-Étienne. Les Girondins possèdent la deuxième défense de l'Hexagone, défense qui a ici sauté en éclats au Parc des Princes, 4-0 pour Paris. C'était en octobre dernier, ce fut aussi le seul écueil de taille placé sur le chemin des Bordelais. Nous avons un peu raté notre match à Paris alors que nous l'avions bien préparé, malheureusement, c'est toujours comme ça. Mais enfin, je dois dire, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la continuité. Et puis la constance et la volonté du groupe qui s'est dégagé. Bordeaux en déplacement à Lens, but de Van Straelen sur ce coup franc, c'était le dernier match avant la trêve. Match qui fit couler beaucoup d'encre, mais qui permit aux visiteurs de remporter leur 3e victoire à l'extérieur et au total d'emmagasiner leur 11e point en déplacement. Ce comportement conquérant chez l'adversaire est l'une des grosses satisfactions de l'entraîneur bordelais. Je dirais que si nous voulons jouer les premiers rôles, il faut absolument ne pas perdre chez soi et surtout prendre des points à l'extérieur. C'est ce que nous avons réalisé. Et je dirais que si nous réalisons un deuxième parcours de cette nature, je pense que nous serons bien partis pour jouer un grand rôle la saison prochaine. Dans l'immédiat, bleu, blanc, rouge selon l'ancienneté au club. Au premier rang, les Bleus échoués à Bordeaux l'été dernier, Girard, Fernandez, Bracci, Trésor. Ce premier séjour n'a pas permis aux nouveaux de s'exprimer pleinement. Trésor, mais aussi Girard, ont été souvent indisponibles. Lacombe n'a pas été épargné. Un manquant de marque dans chaque ligne. Bordeaux n'en a que plus de mérite à s'être installé aux avant-postes. Disons que j'ai été blessé exactement le 23 septembre contre Lyon et depuis j'ai manqué exactement 9 matchs. Vous souffriez d'une pubalgie, c'est-à-dire une douleur au niveau de la symphyse pubienne. Comment se présente l'après-trêve? Disons que ça se présente très très bien. J'ai pu suivre tous les entraînements normalement. Bon, j'ai pu faire mon premier match dimanche dernier contre Vienne, ça s'est bien passé et je crois qu'avec le si peu de temps qui nous reste, ça me permettra d'être au maximum physiquement pour le match de Nîmes. Bernard Lacombe, combien d'absences, combien de matchs? J'ai manqué les 4 derniers matchs avant la trêve, vu que je souffrais d'un ménisque et j'étais obligé de me faire opérer et là je suis presque comme avant la trêve, c'est-à-dire physiquement je suis presque prêt, mais c'est les matchs qui me manquent et le rythme et j'espère retrouver ça assez rapidement. René Girard, quant à vous? Moi je suis arrêté depuis le 24 octobre, j'ai manqué 6 matchs. Et je suis toujours en attente. Enfin, disons que ça va faire 2 mois et ça commence à faire bien long. Et disons que je pense reprendre enfin, début février, là, fin janvier. La semaine a été particulièrement humide en Gironde, mais elle n'a pas réussi à troubler les préparatifs de la rentrée. À Blanc, Bordeaux a réussi tous ses examens. 3 matchs amicaux, 3 victoires, dont une sur Hambourg. Au pays de l'Oval, les Girondins ne sont pas manchots et leurs successeurs non plus. Didier Kouékou, 3e place pour les Girondins avec 3 grands blessés. C'est plutôt encourageant. Bien, non seulement encourageant, mais c'était surtout sans compter sur notre centre de formation qui nous a prouvé qu'à Bordeaux on faisait quelque chose de positif parce qu'il y a eu des garçons comme Sens, Landolfi qui ont essayé de parer au meilleur et je crois qu'ils y sont parfaitement arrivés. Je sais que votre président actuellement est en Amérique du Sud pour ses affaires personnelles, pour les Girondins. Eh bien, pour le moment, et sûrement pour ses affaires personnelles. Maintenant, peut-être que l'occasion fera le larron et qu'il nous ramènera peut-être un grand joueur étranger. Mais ce n'est plus notre principe et nous avons décidé surtout de travailler français. La pouponnière bordelaise ne comprend en effet que des stagiaires du sud-ouest. Certains sont déjà prêts à traverser la rue, car de l'autre côté se dresse le vénérable Stade Vélodrome. Charlot, pourquoi franchissez-vous la ligne d'arrivée à pied? Eh bien, parce que peut-être les Girondins termineront en premier. Et comme on va à Saint-Étienne le dernier match, j'ai promis de revenir de Saint-Étienne à pied.
D'ailleurs, je tiendrai parole, et puis j'ai déjà une maison de sandales, je suis essoufflé, excusez-moi, une maison de bière qui me patronne, et puis il y aura peut-être TF1, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. TF1 en fait Téléfoot, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je suis content de voir Téléfoot toute l'année, mais alors on est extrêmement déçus de ne pas le voir pendant les fêtes, parce que c'est la seule traîne qu'on pourrait avoir, et comme vous n'y êtes pas, on s'ennuie vivement qu'ils reviennent. Merci Jean-Yves, bien aimable. Mais il faut qu'on se repose aussi en définitive. Cet après-midi, le derby de l'Est entre Strasbourg et Metz a tenu toutes ses promesses, mais sur le plan météorologique d'abord parce qu'il faisait moins 10 pratiquement à la Méno. Alors vous voyez le mérite des joueurs dans ce cas, et vous allez voir sur des images de Lucien Gavinet et avec des commentaires de Jean Rénal que le froid n'a pas pour autant paralysé les buteurs. On a pu se réchauffer, en tout cas dans les tribunes, à applaudir les exploits des joueurs. C'était la Méno tout à l'heure à 17h. Au stade de la Méno à Strasbourg, Metz en maillot blanc attaque contre Strasbourg. Les Messins qui semblent un peu mieux s'adapter au terrain un peu gelé du stade de la Méno que les Strasbourgeois. Et c'est un coup franc après cette obstruction de Jodard. Un tir de Wyss, deux pas à côté des 30 mètres. Wyss qui, il n'y a pas si longtemps, jouait dans l'équipe de Strasbourg. Et c'est maintenant au tour des Strasbourgeois d'attaquer, les Strasbourgeois qui jouent à gauche. Une faute elle a été commise par De Castel, c'est Raspolini qui l'a fauché. De Castel va tirer le coup franc, c'est le numéro 8. Alors que l'arbitre, M. Quignou, fait signe aux joueurs de Metz de se mettre à distance réglementaire. De Castel tire le coup franc pour la tête de Marx. Et finalement, c'est 10 qui dégage devant Marx en corner. Toujours l'équipe de Strasbourg à l'attaque. Un centre de Six. Voici Six en action du côté droit, c'est lui qui centre du pied droit. On croit au but, Génère, et c'est Bargas qui laisse Rémis détourne en corner. Il y avait environ 6 à 7 000 spectateurs au stade de la Méno, il faut dire qu'il faisait très froid. Et c'est Six qui tire le corner précisément, du pied gauche bien sûr cette fois-ci. Pas de problème donc pour le gardien de but messin des Rousseau. Et c'est maintenant Metz qui est à l'attaque. Nous sommes à la 43e minute, c'est-à-dire que nous sommes près de la mi-temps. Vous allez voir sur l'aile droite, Isberger centré, une tête de Wyss. Sinagel bien placé tire, et c'est Wyss qui marque. Les Strasbourgeois réclament le hors-jeu. Monsieur Quignou, l'arbitre, vient de consulter son juge de touche et accorde le but. Vous voyez la joie des Messins. Nous allons revoir au ralenti, et il ne sera pas malheureusement possible de savoir s'il y avait hors-jeu, car vous allez voir sur cette image, voilà. La tête de Wyss, Sinagel, on pense qu'il va reprendre le volet, il préfère contrôler. Il rate son tir, et Wyss qui était seul, là, tout seul, devant les défenseurs strasbourgeois, mais peut-être hors image, y avait-il un autre défenseur strasbourgeois. En tout cas, c'est Metz qui mène par 1-0 à la mi-temps. En deuxième période, bien entendu, les Strasbourgeois vont attaquer pour essayer d'égaliser. Vous voyez, c'est le début de la rencontre, de la deuxième période. Les Strasbourgeois qui essayent d'organiser leur jeu, qui passent souvent du côté gauche par Didier Six, que vous venez de voir. Alors que Specht, et maintenant c'est Jodard, longue balle à l'avant, longue transversale. Encore Didier Six, car la défense messine est bien regroupée. On tente un 1-2 avec Chaher, et finalement c'est un tir qui était bien bloqué par Des Rousseau. Au tour de Metz maintenant d'attaquer. Voilà Des Rousseau, le gardien de but messin, qui a fait une très bonne partie au stade de la Méno. Long dégagement, je rappelle que c'est Metz qui mène toujours par 1-0 et que Strasbourg a du mal à s'organiser tout de même. Voilà un contre là. Mais la touche est bien sûr favorable aux Strasbourgeois, c'est Domenech qui va effectuer la remise en jeu. Longue balle en avant pour Didier Six. En fait, c'était pour l'avant-centre Peretz. Et Metz réussit à se dégager sur la droite. Suivez bien cette action avec Wyss, l'avant-centre, qui centre en retrait. Et c'est un but splendide, réussi, une reprise dévolée par Isberger sur un centre de Wyss. Wyss, l'auteur du premier but. Metz mène par 2-0. Alors bien sûr, on est un peu surpris. On se dit que se passe-t-il. Alors vous allez voir comment Wyss est aux prises avec Specht, le numéro 4, qui commet une petite faute. Là peut-être Wyss, en tout cas M. Quignou, l'arbitre, n'a pas sifflé la faute, ce qui permet donc à Wyss, l'avant-centre, de continuer son action alors que Specht est à terre, de centrer en retrait, malgré l'intervention de Domenech. Et c'est une reprise d'Isberger.
qui porte la marque à 2-0 en faveur de Metz. Mais oui, les Messins mènent par 2-0 sur terrain adverse. Et après donc ce corner pour Strasbourg, c'est une contre-attaque Messin qui joue très vite. Il virevolte un petit peu sur le terrain, cela va très vite. Il va y avoir une balle sur la gauche pour l'arrière 10 qui centre. Et c'est le but marqué à nouveau par Isberger. Les Strasbourgeois sont un peu assommés. 3-0, mais oui. Metz mène par 3-0 sur terrain adverse. Et Messin qui au match aller avait emporté par 4-1. Nous allons donc revoir le centre de Sden. Et malgré Domenech, Isberger réussit son deuxième but. Et les Messins mènent donc par 3-0 face à Strasbourg. Alors bien entendu, comme cela se produit toujours dans ce cas-là, alors qu'il y avait quelques supporters messins qui avaient effectué le court déplacement, les Strasbourgeois vont attaquer, mais ce sont les Messins qui vont encore être les plus dangereux. Sur contre-attaque, bien entendu, car la plupart des joueurs étaient à l'attaque. Vous allez voir là, Sinagel. Le voici, Sinagel, qui centre. Et tout seul, encore lui, Isberger, reprend la balle de la tête, mais sur le poteau. C'était la balle de 4-0, c'était sans doute la balle du chaos. Mais les Messins, toujours plus vifs, plus rapides, contrôlent cette balle. Et cela se termine par un tir de Sinagel, nettement au-dessus des buts gardés par Dropsy. 3-0 alors qu'il reste maintenant à peu près 20 minutes de jeu. Décidément, cela va très mal pour Strasbourg, qui là va bénéficier d'un coup franc. Oui, indirect bien sûr, car nous sommes dans la surface dite de réparation. Six le tire dans le mur, et Piazzi qui reprend d'un boulet de canon, permet donc à Strasbourg de marquer son premier but. Voilà le tir de Six, bien sûr, du pied gauche, dans le mur. La balle est repoussée par le mur messin, et Piazzi qui, voyez, même au ralenti, on se rend compte que sa balle va très très vite. C'était un tir à trouer les filets. Donc Metz maintenant ne mène plus que par 3-1. Et Metz, qui est à nouveau à l'attaque sur ce corner, la balle va être dégagée par Dropsy, car après tout il reste 12-13 minutes de jeu, et pourquoi pas, se dit-on dans les tribunes, mais tout de même les Messins jusqu'à présent ont fait une grosse impression. Vous voyez Didier Six, qui a vu arriver de l'arrière Domenech, qui donne loin là-bas sur la gauche à Marx, et Marx qui est fauché par Vargas. C'est un nouveau coup franc. Vous voyez, Vargas n'est pas très content, pas content Vargas, il le dit à l'arbitre M. Quignou, qui de toute façon maintient sa décision. Et vous voyez Marx qui est très grand, qui va se replacer là-bas au centre alors que Piasecki va tirer le coup franc. On attend la tête de Marx et c'est celle de Schaer. Schaer, le remplaçant qui avait il y a 10 minutes remplacé Génère. Et Strasbourg maintenant n'est plus mené que par 3-2. Voilà Piasecki. On pensait à la tête de Marx, l'arrière qui est très grand. Et non, c'est Schaer qui réussit à tromper Desrousseaux. Metz ne mène plus que par 3-2. Et nous sommes maintenant à 10 minutes de la fin de la rencontre, à 9 minutes exactement. Il reste 9 minutes à jouer. Et les Messins maintenant s'affrontent un petit peu, car ils ont mené 3-0. Maintenant, ils n'ont plus qu'un but d'écart. Et du côté de Strasbourg, alors qu'on était un peu découragé à un moment donné, on se reprend un peu à espérer. Là, vous voyez Jodard qui donne la balle sur la gauche pour De Castel. Pratiquement Domenech, pratiquement tous les Strasbourgeois sont à l'attaque, que ce soit Specht, que ce soit Domenech, que ce soit l'arrière. Vous voyez, précisément Specht, il est pratiquement ailier gauche, lui, Specht. Vous voyez quelle surprise. Toujours le pressing des Strasbourgeois qui ne perdent pas la balle. C'est toujours Schaer là qui cette fois-ci l'a perdu. Et c'est un dégagement des Messins, mais attention aux contre-attaques des Messins qui sont toujours très très dangereuses, notamment du côté gauche où on a remarqué Raspolini. Et finalement c'est un tir au-dessus, mais pour Metz là va bien, puisque les Messins mènent toujours par 3-2 alors qu'on approche un peu de la fin de la rencontre et que le public encourage ses joueurs. Et toujours les Strasbourgeois à l'attaque par Marx qui tente une transversale là-bas sur la droite pour Schaer. Schaer très très actif, c'est lui qui a réussi à lui vider la tête. Il déborde, il tente de déborder son vis-à-vis, il préfère revenir en arrière, il réussit quand même à centrer. Un dégagement de la défense messine, mais il y a toujours un joueur de Strasbourg qui est là pour reprendre la balle. Une transversale de Didier Six pour, je vous l'ai dit, Spetz qui est pratiquement en position d'ailier gauche. Et là, Mahut a touché la balle de l'épaule, du bras. En tout cas, l'arbitre, M. Quignou, accorde le pénalty. Nous revoyons au ralenti grâce aux caméras de Lucien Gavinet et à l'équipe technique de la SFP. Regardez bien, Mahut, eh oui, contrôle la balle volontairement du bras. L'arbitre, M. Quignou, ne s'est pas trompé. C'est donc un pénalty
que Didier Six semble vouloir tirer. Vous voyez, c'est lui qui place la balle. Vargas va un peu l'énerver. C'est de bonne guerre, pourrait-on dire. Les deux joueurs sont aux prises, mais ce n'est pas grave. Et c'est finalement Piasecki qui va tirer ce pénalty. Peut-être parce que Didier Six était un peu énervé en parlant avec Vargas. Et vous voyez Desrousseaux qui reste devant lui, qui le fixe. 3-2 pour Metz. L'occasion d'égaliser pour Strasbourg sur ce pénalty que va tirer Piasecki. Et Piasecki le réussit. Vous voyez, on lance des fusées, des pétards au stade de la Méno, car Strasbourg revient de très loin. Strasbourg, après avoir été mené 3-0 par Metz, a finalement fait match nul sur son terrain, 3-3, grâce à ce pénalty de Piasecki. Passons à la deuxième division. On jouait ce soir pour le compte de la 21e journée. Nous allons voir les résultats du groupe A tout d'abord pour voir que le match Tavaux-Béziers a été arrêté à la 49e minute de jeu en raison du brouillard. Béziers à ce moment-là menait sur le score de 2-1. Toulouse-Baguignon 3-1. Libourne et Besançon sont en match nul. Saint-Dié et Thonon aussi. Angoulême s'en va gagner à Avignon 2-0. Cannes en fait de même à Corbeil, donc 2 victoires à l'extérieur. Grenoble-Martigues a été remis parce que Grenoble doit jouer demain contre Annecy en Coupe de France. Toulouse prend donc la tête de ce groupe après sa victoire sur Guignon. Montpellier joue demain contre Montluçon. Marseille joue d'ailleurs contre Ajaccio demain. 2 victoires en déplacement, je vous les ai signalées, celle d'Angoulême à Avignon et celle de Cannes à Corbeil. Donc premier au classement Toulouse 29 points, deuxième Montpellier 28 points mais 2 matchs en moins. Troisième Béziers, 28 points, 1 match en moins. Quatrième Besançon, 26 points, 1 match en moins. Et quatrième Thonon, 26 points. Dans le groupe B, Brest, éliminé de la Coupe samedi dernier, perd cette fois chez lui face à son rival breton Rennes, 1-0. Thionville et Blois en match nul 2-2. Rouen, maître chez lui 2-0 contre Montmorillon. Châteauroux, 1-0 contre Neulémine. Guingamp tenu en échec chez lui 1-1 avec Quimper. Limoges tenu en échec 1-1 par Le Havre. Victoire de Reims à l'extérieur à Orléans 3-1. Enfin à Beuville et Dunkerque, pas de but, 0-0. Demain aura lieu le match Paris Football Club contre Caen. Thionville ne profite qu'à moitié du faux pas de Brest en concédant un nul chez lui devant Blois. C'est une bonne opération pour Rouen, seul vainqueur parmi les 4 clubs de tête et qui revient à 2 points de Brest, ce qui nous donne au classement. Premier, Brest, 29 points. Deuxième, Thionville, 27 points. Troisième, Rouen, 27 points. Quatrième, Neu, 24 points. Voilà, avec Alain Jouin et les Échos maintenant, nous allons faire d'abord un tour d'Europe des championnats à l'étranger pour voir un peu ce qui s'y passe. Nous allons prendre des nouvelles de Nenad Bjeković qui est toujours blessé, en tout cas les séquelles de son accident l'empêchent de jouer actuellement avec Nice. Et nous verrons bien d'autres choses qui se passent dans le monde du football, en particulier nous verrons aussi la crise qui agite l'arbitrage après les incidents de ces derniers jours et les mesures qui ont été prises pour demain. Alain Jouin, les Échos de Télévision. Fuyant les frimas de leur pays, de nombreuses équipes ont mis à profit la trêve pour aller réchauffer les muscles de leurs joueurs au soleil des tropiques. D'autres, plus simplement, ont choisi celui de la Côte d'Azur, comme par exemple Düsseldorf, Francfort et le Bayern ici, que Jean Farneau a retrouvé à Nice à l'entraînement sous la conduite d'Uli Eunès. Nous sommes heureux d'être ici parce qu'il est bien organisé pour de la ville et nous sommes très heureux ici. Pouvez-vous expliquer pourquoi le football allemand vient sur la Côte d'Azur en ce moment? Parce qu'il est très difficile à entraîner dans les terrains en Allemagne et pour le joueur il est mieux avoir du soleil et c'est la raison parce que nous sommes ici. Un entraîneur hongrois, Paul Sermai, travaillant dans le style germanique, un rythme, une discipline qui n'ont rien de commun avec notre manière. Pas de répit, pas de trêve, le Bayern se fixe un but. Nous espérons que